Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de vous rendre dans ce lieu pour cette année du séminaire qui est l'Université de Nanterre. Séminaire qui est associé au CHISCO, qui est le laboratoire des historiens ici, avec une formule un peu particulière par rapport à ce qu'on avait fait les autres années, puisque on a choisi d'avoir 3 moments un peu plus longs, puisqu'ils durent 3 heures, à chaque fois avec 2 ou 3 intervenants pour confronter, on va dire, des manières d'écrire et de travailler la Révolution française. Cette première séance va être associée à 2 historiens qui s'intéressent, on va dire, à des champs qui dépassent le XVIIIe siècle, pour essayer de reporter leurs problématiques sur l'actuel, dans le cas de Deborah Cohen qui va d'abord intervenir, ou sur les usages qu'on peut trouver de la Révolution française dans les programmes scolaires, pour Marc Deleplace. La prochaine séance va plutôt essayer de mettre en vis-à-vis une problématique qui est commune aux sciences sociales, et voir comment il y a des croisements possibles entre la démarche d'historien de la Révolution française et en l'occurrence d'économistes, autour de la problématique de la dette. Et puis la dernière séance sera consacrée aux enjeux, on va dire, épistémologiques qui ont été ceux de ce séminaire pendant plusieurs années, en faisant le point sur 2 éléments, en particulier des éléments qui touchent à l'historiographie et à la question constituante. Voilà, très brièvement. Et donc je laisse la parole à Deborah Cohen, qui est maître de conférence à l'Université de Provence, et qui va nous parler de l'émeute, celle de Germinal-Prairial en 3, en la confrontant aux émeutes de Londres de 2011. Merci pour cette invitation et pour la discussion que ça peut ouvrir. Donc, je vais partir d'un petit article en fait, que j'avais écrit à chaud en septembre 2011. Et j'avais écrit ce texte parce que j'avais été vraiment très choquée, étonnée, non pas par les émeutes en elles-mêmes, parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler sur les émeutes, mais en fait par vraiment l'incroyable violence des propos tenus à la suite des émeutes britanniques. J'avais un petit peu étudié les émeutes de 2005. Il y avait des choses qui m'avaient choquée, mais là, j'avoue que nos outre-Manche, ils ont vraiment, pour des raisons peut-être qu'il faudrait comprendre, absolument dépassé tout ce que j'avais pu entendre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces émeutes, parce que depuis l'actualité était assez riche en émeutes et autres choses. Donc, en fait, c'est une série d'émeutes. Il y a eu ça commence le 6 août à Londres même, et puis ça se poursuit jusqu'au 10 août à Londres et puis dans d'autres villes anglaises. Le point de départ, c'est quelque chose qui est assez classique dans la survenue des émeutes récentes, qui était aussi à l'origine des émeutes de 2005, l'origine ponctuelle, je veux dire vraiment, non pas la cause, mais l'origine. C'est la mort d'un homme, la mort en l'occurrence de Mark Dugan, un homme de 29 ans, dans une fusillade avec la police, dans le quartier de Tottenham. Alors, c'est un quartier très multiethnique et pauvre, globalement. Pardon. Oui, si j'ai un stylo. En gros, c'est Théo de T. Théo de Tottenham. Mais il y a d'autres. Après, il y a d'autres quartiers qui vont entrer. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est d'origine afro-caribéenne, donc il y a certaines explications qui ont pu embrayer là-dessus. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il y a, à la suite de cette mort, toute une série d'affrontements avec la police, mais aussi des pillages et des incendies volontaires.
donc ça s'étend, ça s'étend à d'autres quartiers de Londres et ça s'étend de manière intéressante, je pense, à toute une série de villes qui sont d'anciennes villes industrielles, donc Birmingham, Liverpool, Manchester et Bristol. Alors Bristol, je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié exactement quelle était la structure, peut-être un petit peu différent, mais en tout cas, donc ce qui m'a frappé, c'est la violence du propos. Pour vous dire exactement ce qui a été vraiment le point de départ, c'est que dans le Daily Mail, il y a un éditorialiste qui a appelé à se débarrasser de la meute des orphelins sauvages qui hantent les quartiers déshérités. Alors, orphelin sauvage, orphelin parce qu'il y a derrière l'idée, au fond, qu'il y a toute une idée de la famille et au fond, que ces jeunes, parce que c'était jeunes, appartiendraient à des familles monoparentales, ou avec tout ce même discours qu'on entend ici aussi sur l'abandon, en fait, des enfants. Donc, se débarrasser de la meute des orphelins sauvages qui hantent les quartiers déshérités en les tuant à coups de gourdins comme des bébés phoques. Donc, bon, déjà, on ne voit pas pourquoi on tuerait à coups de gourdins les bébés phoques, mais encore moins, évidemment, des jeunes dans les villes anglaises. Bon, donc, il y a cette violence, il y a cette animalisation de l'émeute, qui est quelque chose qui est tout à fait familier, évidemment, à ceux qui travaillent sur le XVIIIe siècle et sur la période thermidorienne. Ça ne m'étonnait pas, mais enfin, que ça revienne comme ça en 2011, ça me faisait un petit peu bizarre quand même. Donc, j'avais déjà travaillé sur ces émeutes de 2005. Et puis, du coup, voilà, j'avais cette envie de refaire ce parallèle. Et j'avais rédigé ce petit article pour une revue en ligne qui s'appelle Défiction, que personne ne lit à mon avis, et en tout cas qui n'est pas connue des historiens. Et donc, j'avais dit à Marc Bélissa, voilà, je n'aurais pas forcément le temps de refaire quelque chose de nouveau pour le séminaire, mais j'avais envie de présenter ça et de discuter ça avec des historiens. Et aussi pour voir, finalement, ça m'intéressait de revenir là-dessus, de voir si ce que j'avais écrit dans la colère, dans le sentiment d'urgence, finalement, ça avait quand même été producteur de sens, et si ça tenait 1 an et demi après. Donc, je pensais que c'était l'occasion de discuter à la fois sur le cas précis, et puis, au fond, discuter aussi sur ce que ça signifie. Rapprocher 2 événements qui sont séparés de plus de 2 siècles, qui sont là, en l'occurrence, aussi même séparés parce qu'ils n'appartiennent pas au même pays, donc peut-être pas complètement à la même culture. Donc, réfléchir sur ce que ça exige de précaution et sur ce que ça peut, ou non, on dirait, produire comme sens. Et alors, la première raison, évidemment, pour laquelle je pense qu'il est important que les historiens s'emparent de la comparaison pour la raisonner, c'est tout d'abord parce qu'elle est faite par les journalistes en permanence, de manière systématique, de manière souvent incontrôlée. Ça, je pense que tout le monde a remarqué ça. En 2005, déjà, les jeunes émeutiers des cités, ils étaient qualifiés de nouveaux sans-culottes. Bon, depuis, on a eu évidemment tous les parallèles avec la Révolution pour les révolutions du Maghreb. Où ils étaient comparés à des paysans de l'ère pré-industrielle, supposés entrer en émeute de manière éruptive, irrationnelle, etc. Bon, il y a aussi des comparaisons, c'est un petit peu différent, mais il y a des comparaisons qui sont en partie inconscientes. C'est-à-dire, en 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement avait instauré l'état d'urgence. Il avait décrété le couvre-feu dans les cités, et seulement dans les cités, en fait, en appliquant une loi qui était une loi votée en 1955 pour les indigènes algériens. Donc là, le parallèle, il était fait. La manière de concevoir ces gens des cités comme des issus entre guillemets, enfin qu'on croyait issus de l'immigration, était inconsciente, mais très, très forte en même temps. Donc, moi, je crois qu'il y a un fond de vérité finalement important qui suscite ces rapprochements, c'est qu'on est, dans les 2 cas, je pense, aujourd'hui et au XVIIIe siècle ou sous la Révolution. Alors, le rapprochement avec les indigènes, c'est un peu autre chose, mais le rapprochement aujourd'hui, XVIIIe Révolution, je crois qu'on est dans un cadre politique
où les acteurs n'ont pas ou n'ont plus de conscience de classe et où les modèles marxistes d'analyse de la revendication, de la construction du groupe et de l'émeute sont donc a priori peu opératoires. Et donc ça ne veut pas dire que une analyse en termes marxistes n'est pas possible, mais ça veut dire que celle-là, cette analyse vraiment juste en termes de classe ne fonctionne pas aussi directement, il doit s'articuler autrement, et qu'il y a qui font dysfonctionner l'analyse en termes de classe et font qu'on cherche autre chose. Et qu'est-ce qu'on trouve, en tout cas pour les journalistes, c'est l'animalisation, le sentiment, une naturalisation, ce que moi j'appelle une naturalisation du social. Alors, d'autre part, je pense que paradoxalement, les sources disponibles sont plus... Enfin, on a plus de sources pour les émeutes du 18e, pour les émeutes de la Révolution, que pour les émeutes d'aujourd'hui. Et donc, le rapprochement permet finalement d'attirer le regard sur ce que le manque de données risque de nous faire rater dans l'émeute contemporaine. Et puis... voilà, ça permet, je pense aussi, de se déprendre de l'image, de la fascination, parce que finalement, ce qu'on a pour l'émeute contemporaine, c'est l'image. Et les émeutiers sont finalement comme, je pense que ce que dit Didi Huberman pour les peuples en général, il dit les peuples sont à la fois surexposés, on n'a que de l'image en gros, et en fait... sous-exposé parce qu'on voit mal et on ne comprend plus. Alors, les sources manquent surtout, finalement, sur le moment même de l'émeute. Sur le moment même de l'émeute, on n'a que ces images qui disent rien, finalement, ou qui sont des flashs, sur le moment de l'action. Et on a les vitrines brisées, les gamins ensanglantés. Et aujourd'hui, et pour le 18e ou la Révolution, on peut trouver des sources sur ce qui se passe avant, sur comment l'émeute vient, sur la situation. Alors, je vais parler un petit peu de 1795. Pour 1795, Hollard avait utilisé l'ancien moniteur, le compte-rendu du conventionnel Goujon, les papiers de la commission militaire de l'an 3, qui, vous vous souvenez, a assiégé 10 semaines et jugé quand même 132 personnes. Donc c'est une source magnifique, mais c'est une source sur l'après, plutôt. Et Cobb et Rudet, dans l'article 255, ont utilisé des sources policières. C'est ce que j'ai fait aussi, juste parce que c'est ce que je connais comme source que je sais utiliser. Et donc je suis retournée dans des archives, mais des archives qu'ils ont vues. Je ne sais pas... J'ai pas trouvé de nouvelles sources. Donc, c'est les archives de la préfecture de police, classiquement la série AA. Donc, pour moi, l'intérêt de ces archives, justement, contrairement à celles de la commission militaire, c'est qu'elles concernent un avant de l'émeute et au fond, ça permet de ne pas rester fixé sur l'émeute elle-même, sur la violence de l'émeute, sur ce qui s'y fait, parce que ça, c'est difficile de comparer, parce que je crois qu'on n'a pas vraiment... J'ai regardé encore si maintenant, à distance, on avait un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé en 2011. En fait, c'est un peu difficile et bon, je sais pas, on voit par exemple dans les gens qui ont été condamnés, il y a des gens qui ont été condamnés, il y a un jeune homme de 23 ans qui a été condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à l'émeute. Dans cette émeute, il a pris une bouteille d'eau. Voilà. Donc, est-ce que ça peut nous dire quelque chose sur le sens de son action, sur ce qu'il voulait bon, on sait juste ça. Donc, ça me paraissait pas... se concentrer sur l'émeute elle-même, ça me paraissait pas très, très intéressant. Alors, et puis, voilà, sortir de l'émeute, ça me paraît contre les visions issues d'une anthropologie pessimiste, qui réduit l'homme à des passions mauvaises. Ça me paraissait intéressant de requalifier par le sens et de redonner à l'insurrection sa part d'humanité. Et là,
voilà, et je veux dire, comme Florence Gauthier est là, je ne savais pas qu'elle serait là, mais je peux te dire, évidemment, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire au départ sur les émeutes de 1775 et dans la lignée de ce qu'elle a fait, de ce qu'a fait Hippie Thompson. Et voilà, son travail a été vraiment important pour moi, même si je l'ai vu qu'une fois dans un oral de licence il y a 20 ans. Bon. Mais voilà, ne pas se concentrer sur la violence. Donc, ne pas regarder l'émeute, occulter l'événement, au fond, pour en saisir le sens. Donc, je ne vais pas parler directement des émeutes du 12 Germinal ou de Prairial l'an 3. Je ne vais pas parler des nuits d'août 2011. En plus, je pense que le déroulement exact n'a absolument rien à voir. Ce que je vais regarder, c'est tout ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit avant. Et puis, la proximité, je pense, des situations dans lesquelles l'émeute est survenue. Donc, d'abord, je crois qu'il faut prendre en compte la situation économique. Donc, évidemment, cette question, elle revient tout le temps. Et la droite anglaise a bien dit, mais pas du tout, ce ne sont pas des émeutes liées à une situation économique. Cameron a dit... These riots were not about poverty. Donc, ces émeutes n'ont rien à voir avec la pauvreté. That insults the millions of people who, whatever the hardship, would never dream of making others suffer like this. Donc, pensez ça, c'est une insulte aux millions de personnes qui, aussi dur que soit leur vie, ne pourraient jamais imaginer de faire ainsi souffrir les autres. No, this was about behavior. Donc, c'est une question de, je sais pas comment dire, d'éthos, de comportement. C'est juste des gens qui ont un comportement déréglé. Alors, évidemment, pour la gauche, on est plus proche de l'idée qu'il faut prendre en compte ces privations économiques, mais évidemment avec le risque du mécanisme. Quand j'ai repris Cobb et Rudet, moi j'avais l'idée justement qu'ils étaient pré-thomsoniens et qu'au fond ils étaient complètement du coup dans cette logique de lier mécaniquement une situation économique et faire surgir l'émeute directement de l'économie. C'est vrai qu'ils disent que les émeutes sont causées par la politique économique et sociale des thermidoriens, on ne peut pas non plus dire le contraire, et surtout par la disette et la cherté des denrées de première nécessité. Et selon eux, la véritable cause de ces émeutes est le problème du pain. Mais finalement, je trouve que leur article est assez subtil, c'est-à-dire ils disent c'est la cause, mais il n'y a pas que ça. Il y a ensuite dans la manière dont ça s'articule, dont ça vient, il pose bien des problèmes politiques. Donc, j'étais finalement agréablement surprise par la finesse de leur article. On y reviendra peut-être. Alors, de fait, je crois que il est nécessaire de reconnaître finalement une forme de besoin sur laquelle se construit l'émeute, mais se souvenir que justement l'émeute, ce n'est pas l'expression du besoin, du désespoir, c'est une colère. Et du désespoir, le désespoir, il s'exprime autrement. Il s'exprime, par exemple, en avril 95, le 2 avril 95, la police observe de par les rues que les mères de famille pleurent et se désolent de n'obtenir qu'une demi-livre de pain. Et vous avez probablement vu dans le dernier livre de Dominique Godineau, elle évoque les suicides de Prairial. Elle évoque pas seulement ceux des martyrs, des 6 députés, mais elle évoque des femmes épuisées et se donnant la mort parce qu'elles n'ont pas de pain à donner à leurs enfants. Mais dans l'émeute, c'est autre chose. C'est justement... dans l'émeute, on ne pleure pas. Dans l'émeute, il y a la situation économique, mais il y a aussi la colère. Et donc, les aspects économiques doivent être réinscrits dans leur dimension sociale et politique. Et au fond... Donc en Germinal, je crois que ce n'est pas la pauvreté comme telle qui fait la colère. La pauvreté,
bon, c'est vrai que c'est une crise particulière, mais le peuple du XVIIIe, s'il devait se rentrer en émeute à chaque fois qu'il est dans la misère, on aurait un siècle continu d'émeutes. Ce qui me frappe en Germinal, et je dirais après, donc pourquoi ça me paraît intéressant pour penser aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est les inégalités, c'est l'écart croissant entre les profiteurs et les affamés, entre la jeunesse dorée et le peuple. C'est l'écart croissant entre ce qu'on avait espéré de la Révolution et ce qu'on a finalement. Donc en Germinal, on a... Je vous apprends rien, c'est juste... Voilà, pour faire la comparaison, on a ces deux systèmes d'approvisionnement, vous vous souvenez. Donc il y a le marché libre qui est dérégulé, et puis le marché qui est encore contrôlé. Et sur le marché libre, les prix s'envolent, mais ce marché est bien approvisionné, alors que sur le marché réglé, la population parisienne peut tout juste obtenir une demi-livre, ensuite un quarteron de pain. Donc, et je crois que pour 2011, les émeutes, elles n'ont pas seulement lieu dans les quartiers les plus pauvres. C'est en fait des quartiers qui, oui, sont marqués par le chômage de masse, mais c'est aussi déjà dans une société qui est une des plus inégalitaires au monde, la société britannique extrêmement inégalitaire, c'est aussi des zones qui sont des lieux de mixité sociale croissante. Donc en fait, peu à peu, c'est des quartiers populaires où il y a une sorte de nouvelle bourgeoisie. Donc bon, les gens qui vont dans ces quartiers-là, qui sont encore mixtes socialement, c'est peut-être pas les plus... c'est pas les plus riches, c'est pas les plus horribles, mais c'est ceux qui ont des modes de consommation qui sont inaccessibles à une partie du reste de la population. Et donc, quelque part, de consommer insulte aux difficultés de ces gens-là. Et voilà, ça, je trouve que c'est assez proche de ce qui se passe en l'an 3, où la douleur, c'est pas juste de ne pas avoir de pain, c'est aussi de voir qu'on n'a pas de pain pendant que les étals sur le marché libre sont garnis. Le 2 avril, au bas du pont de la Raison, donc pont Notre-Dame, enfin, pont de la Raison à l'époque, un citoyen faisait voir un morceau de pain très blanc. On disait en le voyant que la classe indigente n'en avait pas de semblable. Donc le problème, c'est pas juste qu'on n'a pas de pain, c'est qu'il y en a qui en ont et du blanc. Et Hollard cite aussi un rapport du 12 Germinal rapportant que l'on demande que la Convention tâche de procurer des subsistances aux malheureux, car les riches n'en manquent pas. Où il note que les traiteurs, les pâtissiers sont mieux fournis que jamais, et cela insulte à la misère des pauvres qui n'ont seulement pas un morceau de pain. Donc la colère, c'est pas juste, elle vient pas du manque, hein, elle vient du sentiment que ce manque n'est pas partagé par tous. Et elle survient aussi dans un contexte de dissolution de la solidarité nationale. Je vais dire comment ça se dissout en l'an 3 et puis aujourd'hui. Les émeutiers de l'an 3, je crois que ce sont ceux qui sont en partie des citoyens qui ont le sentiment d'avoir plus que d'autres, sans doute, bien mérité de la patrie et lui avoir consenti des sacrifices qui se voient mal reconnus. J'ai été frappée dans les archives de voir à quel point on avait une multitude d'allusions à l'action des soldats populaires sur le front étranger ou sur le front vendéen. Par exemple, Claude Couturier, c'est un peintre en porcelaine, il a 52 ans, il est arrêté à la porte de Nîmes le 20 Germinal en 3. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait égorger la Convention nationale, que c'était tous des scélérats qui laissaient mourir le monde de faim, et qui empoisonnaient les enfants dans le sein de leur mère, donc ça c'est sur la question du pain. Mais lors de son interrogatoire, il fait une déclaration qui est liée à cette idée de l'ingratitude de la patrie. Il dit qu'il a 4 enfants, dont 3 garçons, l'un desquels est à la Vendée, mais ignore s'il existe parce qu'il y a longtemps qu'il n'en a reçu de nouvelles. Donc, cet homme qui a donné ses fils pour la patrie, pour la Révolution, et en échange, en thermidor, il a tout perdu. Et souvent, par exemple, autre exemple, donc, parmi des jeunes gens et jeunes filles arrêtés le 8 Germinal pour avoir cherché à assembler le peuple, pour aller chercher du pain, un certain Albert Olivier
se présente comme volontaire au 10e bataillon de Paris, natif d'Arras, âgé de 19 ans. Donc il met en avant sa contribution à la sauvegarde de la Révolution, pour finalement aussi expliquer l'urgence de voir sa survie assurée. Et voilà, pendant ce temps-là, vous savez, les jeunes gens riches, les partisans de Fréron, promènent leur grâce et leur élégance dans Paris. Et ces jeunes gens, donc sont des muscadins, ces jeunes bourgeois qui se sont soustraits à la réquisition, ils se répandent en propos venimeux contre la période du gouvernement de salut public. Et les rapports de police notent des jeunes gens se sont accostés des citoyens du Faubourg Antoine qui ont été hier à la Convention. Ces jeunes gens ont voulu tenir leur langage ordinaire, donc dire voilà, Robespierre, ça va pas, etc. Mais les ouvriers leur ont répondu qu'il ferait beaucoup mieux d'aller à la frontière que de faire leur train à Paris. Donc ce non-partage des sacrifices est bien mis en avant. Donc ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu à quel point la gentry britannique, elle a vraiment parlé d'une émeute qui naissait sur le terreau de l'envie, de la rancœur. Et oui, sans doute, il y a de l'envie et de la rancœur, mais ça naît sur des affronts, sur un terrain d'affronts réels. Alors, qui sont les modernes muscadins, ces modernes jeunes gens qui viennent faire la morale aux classes populaires et en fait cassent l'unité nationale. Je dirais que les Britanniques n'avaient pas de mal ont été confrontés de fait à cette scission. Non seulement parce qu'ils ont connu des coupures dans les programmes sociaux, comme tous les Européens, suppression de crédits sociaux, augmentation de droits d'entrée dans les universités. Bon, ça ne concernait pas forcément les jeunes gens de ces quartiers, mais c'est un ensemble. Il y a aussi eu beaucoup de choses sur les retraites, diminution des retraites. Et surtout, il y a eu ce qu'on a appelé le scandale des notes de frais, qui a miné, je crois, la confiance dans le pouvoir d'État. C'était toute fin 2009, ça a été révélé fin 2009, mais ça a couru ensuite, donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps encore en 2011. C'est toute une série de députés et de ministres qui en fait ont détourné de l'argent public en faisant des notes de frais indues, donc qui ont casser l'unité nationale, profiter de la nation. Et voilà, quand ce sont les parlementaires même, quand ce sont les représentants de la nation qui témoignent de la disparition de toute solidarité, je crois que là, l'émeute est proche. Et en Floréal, en 3, quand la ration de pain est tombée à 2 onces, n'est que le bruit avait couru que l'indemnité parlementaire avait été secrètement augmentée. Et je crois que là, c'est très, très proche. Donc, je crois qu'en l'an 3, ça n'avait pas fait peu pour attiser l'émeute, parce que l'émeute, c'est aussi une tentative de dénoncer l'égoïsme. Il faut, disait-on au printemps 95, que les ouvriers se montrent contre les marchands, les accapareurs et les égoïstes. Et il fallait peut-être en 2011 aussi que les habitants de Londres se montrent contre leurs parlementaires. Donc l'agression de l'émeute, la violence de l'émeute, elle survient dans un contexte où le peuple lui-même a été violenté, harcelé, agressé. D'abord par une police aux ordres des dominants et qui l'humilie. Bon, évidemment, Duggan, il est pris dans une fusillade dont les circonstances ne sont pas très bien élucidées. En fait, on ne sait pas si la police a tiré avant toute sommation, avant d'être elle-même agressée. Et je crois que ce n'est toujours pas vraiment
élucidé. Et plus largement, ceux qui se sont fait casseurs finalement dans l'espace public sont aussi ceux que la police ne cesse de supposer tels et de contrôler, d'arrêter, donc voire de tuer dans le cas de Duggan, où il y a d'autres cas similaires en Angleterre et puis ici. Et donc on peut penser, ce n'est pas du tout pour la justifier, que la violence de l'émeute retourne une violence subie. Et là encore, qu'au printemps 94, printemps 95, l'agression policière est partout contre les anciens jacobins et contre tous ceux qui, à tort ou à raison, peuvent être suspectés de l'être ou de l'avoir été. On se plaignait des arrestations qui sont faites journellement de ceux qui n'ont d'autre tort que de demander du pain. Peut-on lire dans les rapports de police. Et le 12 Germinal, donc le jour même de l'émeute, rue aux Ours, en face de la rue Quincampoix, une femme hurla qu'elle réclamait son époux détenu depuis le 9 Thermidor, qu'elle réclamait la municipalité du 9 Thermidor et qu'elle voulait en appeler au peuple. Donc la détention, l'agression faite par le régime de Thermidor est bien soulignée. Et la veille, une députation de la section des 15-20 au Faubourg Saint-Antoine était venue se plaindre à la barre de la Convention, justement de ce que les incarcérations continuaient. Donc vous vous souvenez, cette pétition a été criminalisée, mais le rapport, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport de police du lendemain qui note que dans plusieurs groupes, on trouvait fort mauvais qu'on eût traité les pétitionnaires de factieux, que c'était au contraire de bons pères de famille et de bons citoyens. Et de même, alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est exact, mais la veuve de Mark Duggan, elle a plaidé pour son compagnon en le décrivant en père aimant et paisible, et en refusant de le reconnaître dans le portrait d'un chef de gang que traçait la police. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est tout un quartier qui peut refuser finalement de se voir perpétuellement, non pas seulement stigmatisé, mais suspecté, et qui essaye de revendiquer une honnêteté qui, n'étant pas entendue, finalement, ils prennent sur eux le rôle qui leur est attribué. Et la plainte, en fait, la plainte de la femme de Duggan, de sa compagne, c'est quand même vraiment, c'est le point de départ. Au départ, oui, ce que j'ai pas rappelé, c'est qu'au départ, c'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique pour réclamer transparence, justice, pour réclamer des explications sur ce qui s'est passé, exactement comme ça s'est passé en 2005, quand il y a eu au départ une demande d'explication sur comment les jeunes hommes s'étaient retrouvés dans ce transformateur. Donc, avec la même impression que la police pousse à bout des citoyens qui seraient sinon des citoyens ordinaires. Alors, peut-être que j'accélère un peu. Bon, là, c'est peut-être une interprétation, mais je dirais que, justement, quand on subit ces agressions, l'émeute, c'est aussi un lieu éphémère où il existe à nouveau de la solidarité et non de l'agression. Parce que finalement, on voit toujours l'émeute comme agression contre, mais elle est aussi agrégation, elle est aussi constitution d'un collectif, pas forcément, mais je trouve qu'en 2011, justement, les commentateurs ont vraiment insisté sur le fait que dans ces émeutes d'août, les pauvres avaient avant tout visé les biens d'autres pauvres. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était répété, vraiment pour stigmatiser l'émeute, c'est-à-dire pour empêcher qu'elle se constitue comme collectif ayant du sens. Or, cette absence de solidarité qui a été soulignée, je pense qu'il faudrait voir qu'il y a peut-être pas que ça. D'abord, c'est bien en solidarité avec la famille de Mark Duggan que s'est initialement forgé le cortège
protestataires. Et en plus, on ne sait pas ce qui s'est passé au cœur du mouvement, parce que ça, on n'a pas d'image, personne n'a raconté ça. Mais personne ne dit comment les jeunes se sont organisés pour partager les biens éventuellement volés, comment les plus jeunes ont peut-être été protégés de la foudre policière. Voilà. On sait en tout cas qu'au XVIIIe siècle, je pense justement dans les émeutes de 1775, il y a des formes de solidarité très fortes. Hein. On donne... Bon, il y a la taxation, ceux qui peuvent payent le juste prix, mais il y a aussi ces moments où on lacère des sacs pour que le grain se répande, et que ceux qui ne peuvent même pas payer le juste prix se servent. Alors, évidemment, les élites disent vraiment c'est n'importe quoi, vous voyez, ils répandent le grain, c'est de la pure violence, ça n'a pas de sens, et ce n'est pas de la faim. En fait, il y a bien l'émeute se construit avec de la solidarité. Et donc, je pense qu'il y a dans l'émeute quelque chose qui est bien connu et bien analysé aussi pour la manifestation, par contre, c'est-à-dire la forme un peu paroxystique, un peu et d'excitation et de jouissance extrême, c'est vrai, mais de parenthèse enchantée qui fait exister à nouveau, de manière fragile, localisée et risquée, un lien social que le quotidien défait dans la concurrence pour les rares annonces d'emploi, pour la culture individualiste de l'exploit. Je ne suis pas en train d'idéaliser du tout. Je pense que dans ces quartiers, c'est extrêmement dur. C'est la concurrence pour les filles, la concurrence pour toute une série de choses. Mais dans l'émeute, justement parce qu'on s'oppose à une extériorité, la police, les possesseurs de magasins, le gouvernement, se construit sans doute de manière interne une identification un peu fantasmée entre les gens qui redonnent un sens et vie. Et donc, je crois que l'émeute, c'est pas le fait d'un groupe. Hein, et bon, les discours sur... là, on pourrait y revenir très rapidement. Il y a eu des discours, évidemment, sur le fait, oui, bien sûr, il y a c'est des émeutes raciales, etc. En fait, exactement comme en 2005, en fait, c'est tellement interethnique que c'est absolument... On ne peut pas dire que c'est des émeutes raciales. Et en plus, il y a plein de blancs qui participent. Mais, donc, il n'y a pas un groupe... C'est pas un groupe social et c'est pas un groupe ethnique. Mais dans l'émeute, il y a du groupe qui se crée. Et c'est peut-être pas étonnant non plus qu'il y ait tant de très très jeunes. Je me souviens qu'en 2005, on avait dit, mais enfin, il y a des gamins de 13 ans. Bah oui, mais c'est un moment, on sait bien, enfin, les psychologues le savent bien, c'est un moment où on a besoin du groupe et de la solidarité du groupe. Et ça naît dans un moment, et notamment au printemps 95, ça naît dans un moment où la rupture de la solidarité est absolument partout. La fin de la Révolution en Thermidor, c'est dur aussi parce que c'est la fin de ces solidarités, de ces moments où on construisait quelque chose ensemble. C'est le moment où chacun se dénonce. Le vin germinal, Pierre Servier, commis marchand, passant à la porte de Nié et entendant un homme tenir des propos contre la Convention, ayant vu qu'on arrêtait le particulier, il a suivi les personnes qui l'arrêtaient pour leur prêter main forte. Voilà, c'est charmant. Ou alors le citoyen Jean-Pierre Brocard, tailleur, qui voyant un homme mimer la faim et tomber de tout son long sur le sol pour, croit-il, inciter à l'émeute, choisit de voir dans cette conduite un homme dangereux dans les circonstances présentes et il le fait conduire devant le commissaire. Il dit qu'il est sous. En fait, c'est pas du tout clair, justement, s'il est pas vrai, s'il mime la faim ou s'il est vraiment tombé d'inanition, c'est pas clair dans la déposition. Enfin, toute une série de... j'en viens à un autre. François Lefebvre, il amène un citoyen au commissariat en déclarant qu'il a senti dans ses propos quelque chose de suspect et tendant au maratisme et à la provocation. Et il a cru devoir suivre le dit particulier. Il le suit. Et que lui déclarant, donc il déclare qu'il aperçut auprès de lui plusieurs citoyens. Il leur a déclaré son opinion sur le dit particulier. Et les autres lui ont dit aussi, oui, il est urgent de l'arrêter. Et ils sont tous groupés pour le amener chez nous. Donc il y a la dénonciation, il y a l'insulte.
soit on se traite de muscadins, soit on se traite de jacobins. Hein. La femme d'un cordonnier vient se plaindre de Floréal qu'un boulanger l'a traitée de jacobine et que le peu de pain qu'il lui donnait en ce moment était assez pour une terrorienne, une buveuse de sang et une voleuse. Bon. Et après, donc, dénonciation, insulte, et finalement aussi bataille de tous contre tous pour obtenir les rares morceaux de pain qui permettent de ne pas mourir de faim. Bon, je reviens, je passe un peu parce que je retourne sur. On a beaucoup de témoignages de la manière dont, dans les queues pour obtenir du pain à prix taxé, c'est extrêmement violent, et c'est extrêmement violent entre gens du quartier, entre gens qui ont fait ensemble la révolution, qui se sont battus ensemble. Et je lisais récemment dans le monde diplomatique de ce mois-ci un témoignage d'un Grec qui disait exactement ça. Il disait « En dépit des légendes, la crise n'est pas nécessairement un grand moment de solidarité. » Donc il y a cette rupture des solidarités, et dans l'émeute, au contraire, se recrée quelque chose de cette solidarité dont on souffre d'autant plus qu'elle a été perdue. Alors, en l'an 3, parce qu'elle est toute proche, et je dirais là peut-être que dans l'Angleterre d'août 2011, quand même, pour moi, ça fait sens que les émeutes aient lieu dans des villes qui sont d'anciennes villes ouvrières, donc qui ont la mémoire peut-être d'une autre manière de lutter et de se rassembler. Donc on l'a... Et on a... Enfin, ce qui m'a frappée, c'est les traces du fait que... En fait, c'est vraiment une souffrance que ces trahisons, que ces dénonciations, que l'abandon qui naît au sein même du groupe de ceux qui ont fait la révolution. Par exemple, dans une de ces maigres distributions de pain, une citoyenne s'en prend à un jardinier qu'elle connaît et qui a le rôle de commissaire de la distribution, donc qui s'assure que chacun prenne juste sa part et pas plus. Et elle lui dit manifestement elle le connaît très bien, et elle lui dit qu'il ferait bien mieux d'aller cultiver son marais plutôt que d'accepter un poste comme celui-là, et qu'il n'y avait que des gueux et des coquins qui puissent prendre de pareilles fonctions. Et à un autre, elle lui dit, et là aussi elle le connaît très bien, comment, citoyen Artus, un si honnête homme que vous, je trouve que là c'est encore plus clair, un si honnête homme que vous acceptez un poste comme celui-là, c'est-à-dire celui qui est honnête homme, celui qui est le citoyen qu'on connaît, celui-là trahi aussi. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc, l'émeute fraternelle, ou du moins collective, créons quelque chose, réunissons contre l'autre, contre le pouvoir, brise cette logique. Et donc il y a un peu attente d'une fraternité, attente d'un mouvement qui rédimerait l'espèce de solitude économique, politique, sociale de l'individu au printemps 95 ou à l'été 2011. Et on sent, je trouve que dans les archives, on sent vraiment au printemps de l'an 3 qu'il y a une attente une attente pour retrouver cette solidarité. Et j'étais assez intéressée par ce que dit le 30 germinal Jacques-Philippe Sauret, c'est un domestique. Il croise des citoyennes dans la rue, il ne les connaît pas vraiment. Et il commence à discuter, et il leur aurait dit « Je suis enchanté de rencontrer quelqu'un qui pense encore comme moi. Il y a 8 mois que nous avions du pain. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Nous sommes dans l'esclavage. » Et donc, il y a un réel plaisir à être ensemble, à se sentir mus par un même mouvement de colère. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve. Je pense qu'on a tous expérimenté ça. On n'a pas tous participé à des émeutes, mais à des manifestations, oui. Et dans la manifestation, on sent cette espèce d'excitation du collectif, de penser ce qui n'est pas vrai. Offenstadt a écrit un bel article là-dessus, qu'on pense tous ensemble, qu'on est porté par la même chose. En fait, chacun a bien ses raisons particulières. Mais il
il y a ce plaisir d'être ensemble, d'être mu par un même mouvement, par un même désir. Et donc, je crois que l'émeute, elle ne naît pas seulement d'une haine de l'autre, d'une haine des riches, d'une envie, mais ça, c'est ce que soulignent vraiment les éditorialistes réactionnaires en 2011, et il est thermidorien, tout aussi bien d'ailleurs, mais elle naît aussi de l'amour du groupe et du besoin de lien. Et si j'ai encore 5 minutes, je dirais que voilà, ce que disent justement les représentants en l'an 3 et en 2011, c'est mais enfin, vous avez des bulletins de vote à votre disposition. Et je crois que c'est aussi sur cette question de la représentation politique que le rapprochement des deux périodes me paraît intéressant. C'est qu'on est dans les deux périodes, dans des périodes de réaction, des périodes où la parole populaire est déniée, méprisée, ignorée. Tandis que, évidemment, passe le rouleau compresseur visant à détruire les acquis sociaux. Donc, évidemment, je ne reviens pas sur le fait que depuis le 9 Thermidor, il y a cette destruction. Et que de même, la politique du gouvernement Cameron n'a pas du tout été modérée par la présence des libéraux-démocrates. Et donc, en fait, depuis Thatcher, le dialogue social est complètement moribond. Enfin, social, voilà, le dialogue démocratique est moribond en Angleterre. Et en l'an 3, l'émeute se porte à la Convention, vous vous souvenez, et la revendication est claire, elle est fortement politique, vous vous souvenez, du pain et la Constitution. Bon, alors, en revanche, en août 2011, on a dit il n'y a eu aucune revendication. Et c'est intéressant, si vous regardez la page, il y a une page Wikipédia sur les émeutes d'août 2011, et c'est fait, il y a une liste sur les caractéristiques de l'événement, et puis il y a marqué revendication aucune. Bon, et c'est exactement ce qu'on a dit en 2005 aussi. On a dit ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de Robert Redeker, un personnage un petit peu étrange. Bon, alors, qui est en plus très très prétentieux. Donc, il voyait dans ces émeutes les premières émeutes post-discursives, sans discours théorique articulé, apte à les justifier, à les placer dans une stratégie historique. Bon. Et voilà, donc où il y avait Jean Daniel qui parlait de nihilisme, vandalisme, nihilisme, et ça a été repris exactement de la même manière en 2011. Ils ont parlé aussi de nihilisme. Bon, c'était pas vandalisme, nihilisme, là c'était consumérisme, nihiliste, mais c'était pareil. Et je dirais que c'est pas, enfin, on peut pas assurer qu'il y a eu aucune revendication. Il n'y a eu aucune revendication audible, ça c'est clair. Et encore, par exemple, en 2005, en fait, il y avait une revendication très très claire, mais qui a été totalement balayée. La revendication, c'était démission du ministre de l'Intérieur. Mais donc c'est pas rien quand même. C'est bien une revendication, c'est bien politique, c'est bien une adresse, c'est bien une parole portée aux politiques, mais elle a été extrêmement rapidement mise à l'écart, cette parole. Elle était ramenée à de la non-parole, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un discours, il n'y avait pas d'appareil pour porter une justification, mais ça et là, ça avait bien surgi. Et de même, en 2011, en Angleterre, il y avait quelques community leaders, donc il y avait des formes un petit peu plus d'organisation, même si ces leaders, ils n'avaient pas eux forcément participé à l'émeute, mais ils ont dit le manque d'emploi, ils ont dit l'hostilité de la police, ils ont dit l'angoisse des jeunes. Donc, mais c'était pas absolument mis en forme dans les règles du discours public. Et voilà, et ça, je trouve que c'est la surdité, l'impossibilité de faire entendre ces revendications auprès d'un pouvoir politique qui est censé être représentatif, ça peut conduire vraiment à l'émeute. Et c'est évidemment très clair pour Germinal. Germinal, le 11 Germinal encore, à la veille de l'émeute,
sur la section des droits de l'homme. Il y a une réunion de citoyens et de citoyennes. Ils vont trouver le président de la section et ils lui demandent d'ouvrir une assemblée générale. C'est pas du tout une assemblée séditieuse. Même, en fait, ils portent à leur tête le commissaire de police de la section. Donc, alors, le commissaire de police décrit la scène, il dit « Je tâche de me faire entendre, je parle le langage de la fraternité, je finis par inviter au nom de la loi les citoyens à se séparer. » Donc, je parle le langage de la fraternité, mais en gros, je n'entends rien et je leur dis « Partez. » Les citoyens n'opposent aucune résistance, ils veulent seulement trouver un moyen légal de faire parvenir leurs réclamations à la Convention nationale. Et la violence, l'émeute, n'est pas un désir, ce qui est souhaité. Bon, et là, je pense que je suis assez d'accord avec, pour ce moment-là, avec l'analyse de Sophie Vanni. Je pense que la violence, l'émeute n'est pas un désir. Ce qui est souhaité, c'est l'instauration d'un vrai dialogue avec les représentants. C'est la prise en compte réelle de la souveraineté populaire. Et puis, comme cette attente est déçue, cette attente est perçue comme vaine, cette pétition, comme les autres, n'aura aucun effet. La demande politique pacifique n'a aucune chance d'aboutir. On arrive à l'émeute. Et voilà, je dirais que l'émeute, c'est ce qui reste à faire quand on peut plus rien dire parce qu'il n'y a personne pour l'entendre. Et je vous remercie.